Effectivement, je dirais un pattern assez récurrent dans l'explication des conflits, au Moyen-Orient en tout cas, de façon significative, c'est qu'effectivement, on convoque la culture. La culture, c'est effectivement le meilleur refuge pour naturaliser, dans le fond, un conflit. L'expliquer par la culture, c'est dire, bon, finalement, c'est une fatalité. Et par voie de conséquence, si c'est une fatalité, eh bien, il n'y a pas d'explication autre, hein, ou en tout cas, elles deviennent marginales. Et là, en l'occurrence, ça a un fort effet de dépolitisation, puisque là, dans le cas qui nous intéresse de la guerre civile libanaise, c'est tout à fait clair que les acteurs politiques avaient, je dirais, des enjeux, des visions différentes, et que ce conflit civil qui éclate en 1975, il ne provient pas de nulle part. Il y a bel et bien une dégradation des relations sociales et politiques. Il y a une fermeture du jeu politique, il y a une domination également de l'hégémon maronite sur le champ politique, avec évidemment les patrons traditionnels et avec une idéologie du laisser-faire, hein, du libre-échangisme. Et en contrepoint, il y a évidemment toutes les forces progressistes et de la gauche qui réclament depuis un certain nombre d'années et des exclus, dont les chiites, hein, à ce moment-là, de façon marquante, hein, qui ont entamé vraiment une progression et une montée en puissance importante dans le champ politique, qui vont venir, je dirais, taper à la porte. Hein. Et donc, dans ces circonstances-là, la dépolitisation elle est évidente si on omet complètement sinon, cette partie de la réalité profonde, sociale et politique des enjeux de ce conflit civil. Sinon, effectivement, rabattre tout ça sur la religion, sur les appartenances confessionnelles, c'est se méprendre probablement sur les causes et les conséquences, puisqu'évidemment, une fois qu'on est entré dans le conflit, l'instrumentalisation des groupes confessionnels, des appartenances confessionnelles a fait croire probablement à un certain nombre de journalistes que finalement l'explication était purement culturaliste. En fait, oui, c'est probablement quelque chose qui est venu progressivement, en fait, cette idée de transformer l'État libanais. Le parti a été fondé, rappelons-le, dans un contexte de guerre civile et rapidement a été une milice et a mobilisé au sud du Liban, d'abord dans la plaine de la Bekaa et surtout ensuite au sud du Liban. Euh, et par la suite, avec l'avènement de la Deuxième République, donc sous la tutelle syrienne, entre 1990 et 2005, on assiste à, je dirais, une distribution des rôles et le Hezbollah a une espèce de rôle de garant frontalier ou bras allongé de l'Iran qui vient gratouiller le nord d'Israël. Voilà. Et dans ces circonstances, effectivement, il n'y avait pas vraiment grand-chose à dire. Mais le tournant, enfin, il y a plusieurs tournants, mais le premier tournant, c'est l'an 2000, le retrait israélien, qui pose le Hezbollah au centre de l'équation libanaise avec la montée d'une contestation sur son rôle et sur ses armes. Et puis, le deuxième tournant, c'est évidemment le retrait syrien. Et là, le retrait syrien va pousser le mouvement chiite à entrer en politique. Et probablement, un peu entre ces deux moments, on a le début d'un discours différent de la part de la direction du Hezbollah qui vise à transformer le mouvement de résistance en un mouvement de résistance, en une transformation de l'État en État de résistance. Et c'est probablement à partir de ce moment-là qu'on a progressivement le terme phagocyté est peut-être un peu fort, mais en tout cas une pénétration du Hezbollah. On pense évidemment au renseignement de l'armée, là, c'est tout à fait évident, mais un certain nombre d'autres secteurs sont aussi susceptibles d'être sous l'influence du mouvement, direct ou indirect, via des alliés politiques, hein, par exemple le CPL, voilà, ou Amal, bien évidemment, pour le ministère des Finances.
Et donc, dans ces circonstances-là, on assiste progressivement à cette pénétration qui va prendre aussi un tournant sécuritaire. Si on pense à la lutte contre les groupes djihadistes dans les années 2014-2017, et notamment contre l'État islamique en 2017, une opération conjointe avec l'armée libanaise qui a montré en quelque sorte qu'il existait ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle dans la littérature scientifique l'assemblage sécuritaire, et qui est vraiment une sorte d'attelage, je dirais, post-wébérien, qui montre qu'il est possible, effectivement, s'il y a des objectifs, je dirais, congruents, qu'une armée collabore avec une milice. On le voit aussi en Irak, hein, par ailleurs, à un certain moment. Mais toujours est-il que dans ces circonstances, c'est vraiment une sorte de pénétration de l'État, une transformation de l'État progressive, si on veut bien, ou en tout cas euh, euh, une façon d'agir comme l'État, hein, comme le dirait une autre collègue, une mimésis, hein, donc une façon d'imiter l'État. Alors, est-ce que c'est un État dans l'État? Probablement que c'est bien plus que ça, c'est bel et bien une collaboration, un partenariat à certains moments. Et puis, évidemment, ça peut prendre des tournures tout à fait conservateurs, comme on l'a vu avec la position du Hezbollah à l'égard du mouvement du 17 octobre 2019, puisque un des premiers discours de Hassan Nasrallah était de dire qu'il s'agissait là d'un mouvement qui était téléguidé depuis l'extérieur, hein, donc une cinquième colonne en quelque sorte, montrant bien en quelque sorte que là, bon, le mouvement chiite était devenu partie prenante de ce système et qu'il allait tout faire pour conserver le système, comme on l'a vu avec les dernières élections. Oui, le système confessionnel, il a pour lui d'avoir des ramifications puissantes et je dirais, phagocyter les relations sociales. Et dans ce sens-là, en tout cas, il est extrêmement complexe de mettre fin à ce système, mais néanmoins, la société civile, depuis, je dirais, les premières élections municipales post-guerre civile en 1998, ont montré qu'il existait un groupe, un noyau qui s'est progressivement étendu, élargi, d'acteurs militants qui réfléchissaient à un autre profil d'État, un État laïque en quelque sorte, hein. Et on a eu dès, je dirais, les années 2010, début des années 2010, juste avant le printemps arabe, les rencontres séculières, par exemple, et puis qui ont donné une impulsion significative pour les manifestations de 2011 dans le cadre de ce qui se passait dans la région, c'est-à-dire effectivement les soulèvements arabes dits des printemps arabes. Et dans ces circonstances, il y a eu un discours qui consistait à dire que finalement, le Liban, dans un discours d'autosatisfaction assez extraordinaire, qui consistait à dire qu'effectivement, le Liban n'avait pas besoin de faire une révolution puisqu'il l'avait déjà faite en 2005, donc c'est-à-dire la révolution du Cèdre suite à l'assassinat de Rafik Hariri. C'était évidemment faire peu cas de la récupération par les groupes confessionnels traditionnels de ce mouvement de 2005. Et puis, dans le fond, c'était faire l'impasse sur les groupes sociaux, je dirais, anti-sectaires de 2011, qui vraiment ont montré le chemin, qui ont montré qu'il existait au sein de la société libanaise une volonté d'alternative. Et cette volonté d'alternative, elle s'est multipliée, démultipliée en quelque sorte en différents thèmes qui vont de l'écologie aux droits des femmes, de la nationalité, etc., jusqu'au moment où, en 2015, on a eu la crise des poubelles. Et là, effectivement, ce qui s'est passé a été un mouvement d'une ampleur assez inattendue, à la faveur, si j'ose dire, de cette crise des poubelles. Et ça a été un révélateur qui a montré qu'il
il y avait un malaise beaucoup plus profond que celui simplement des poubelles, qui était évidemment la responsabilité ou l'irresponsabilité des dirigeants, bien évidemment, puisqu'on voyait bien que finalement, c'était un système qui allait un peu droit dans le mur ou qui était un avion sans pilote, hein, dans le fond. Et 2019, dans ce cadre-là, le mouvement du 17 octobre je dirais, été le pinacle de cette mobilisation transconfessionnelle. Elle l'était déjà à partir de 2011, transrégionale, et ça c'était nouveau, et donc au-delà de Beyrouth, et puis transgénérationnelle, quelque chose de remarquablement universel, qui montre que bon, voilà, l'insuffisance chronique des dirigeants libanais à apporter des réponses aux défis contemporains que vivent les citoyens, et bien dans ce cadre-là, est absolument clair pour l'essentiel de la population ou une bonne partie de la population. Et donc, bon, voilà, on en est là avec évidemment les résultats que nous connaissons suite aux élections législatives de 2022. Effectivement, on peut craindre une espèce de simplification quand on se focalise sur des gens. Riyad Salamé, c'est évident qu'on a affaire à un magnifique coupable, mais il est coupable. Et donc, je pense c'est tout à fait clair que ce type et son frère et probablement un tas de gens autour d'eux ont fait ce qu'ils avaient à faire en termes de réaliser des profits au détriment, on va dire, de l'État et donc au détriment des citoyens libanais. Maintenant, il est important, dans le cadre de cette crise, de dépasser ces individus pour bien montrer l'ampleur et la profondeur de cette crise et pour bien comprendre, au-delà de ça, qui sont dans le fond les deus ex machina de cette crise et où se situent les points d'inflexion de cette crise. Parce qu'à un moment donné, si on veut remédier à cette crise, est-ce que les emplâtres sur les jambes de bois que propose le FMI peuvent suffire, hein. Je fais exprès de forcer un tout petit peu le trait, mais il me semble que si on ne démet pas les gens qui ont été les initiateurs de ce système, on va difficilement pouvoir vraiment le dépasser. C'est comme faire des réformes. Enfin, dans le fond, les gens qui n'ont pas du tout intérêt à faire des réformes, c'est difficile de leur demander précisément de faire des réformes. Euh, et donc, dans cette historicité de la crise, on se rend bien compte que l'établissement de la Seconde République en 1990-91 va lancer, je dirais, le chantier je dirais, d'un système économique rentier, avec une économie extravertie déjà depuis longtemps, mais surtout avec un système économique très déséquilibré, fondé encore plus à ce moment-là sur les importations et donc nécessitant de nombreux investissements pour équilibrer la balance commerciale. Et, bon, ça a rendu la chose extrêmement complexe à gérer puisqu'il fallait créer des produits financiers, si j'ose dire, qui sont attractifs et des rendements exceptionnels. Et donc, c'est comme ça qu'on est entré dans une espèce d'ingénierie financière mise en place par un certain nombre d'acteurs bancaires qui ont donc, je dirais, créé toutes les conditions pour que les acteurs les plus aisés puissent faire des profits rapides sans en quelque sorte investir dans l'industrie, dans l'emploi, dans la société libanaise, mais en investissement financier, avec des forts rendements qui étaient payés dans le fond par l'argent du contribuable. Donc la reconstruction a été un moyen effectivement pour blanchir un peu de l'argent, mais aussi pour créer cette dette considérable. Et puis l'autre aspect, c'est effectivement ce système de rente
qui s'est apparenté progressivement à une sorte de pyramide de Ponzi, parce que quand on donne 18% d'intérêt, je veux dire, c'est pas gérable. Enfin, je veux dire, où est-ce que, comment est-ce que cet argent se génère? Dans le fond, il génère un trou. Hein, il n'y a pas de l'ombre d'un doute là-dessus. Et puis, donc les 90 milliards ou plus, puisqu'on a dépassé ce chiffre encore, de la dette publique libanaise, elle est à l'égard des banques libanaises. Et les banques libanaises, dans ce système, sont des banques qui sont liées aux hommes du pouvoir. Et les hommes du pouvoir sont bel et bien celles et ceux, surtout ceux, puisque finalement des femmes, il n'y en a pas tant que ça, qui ont fait la guerre qui ont fait la guerre civile, et c'est quelque chose de terrible, c'est qu'effectivement, je dirais, l'ensemble de ce système politico-économique repose sur un système de prédation, qui est précisément la logique profonde des milices. Donc, il y a aussi une cohérence là-dedans. La prédation, c'est la nature profonde milicienne. Elle ne produit rien, la milice ne produit rien, elle ne produit pas de richesse, elle produit éventuellement les possibilités de sa propre reproduction, mais elle gouverne des périmètres, et dans le fond, elle est là pour ponctionner des acteurs, hein, et c'est sa nature, je dirais, prédatrice qui domine. Et finalement, c'est des réflexes qui ont perduré. Et sinon, comment comprendre, je dirais, la prolongation de ce système de l'électricité au Liban qui n'a jamais fonctionné, et puis donc la prolongation des générateurs et donc des lobbies, si j'ose dire, des générateurs. C'est une espèce de logique de rente aussi, hein. Et donc, on est entré dans une économie de rente qui a généré ces acteurs qui ont tiré profit, une espèce d'illusion de confort, puisque la livre libanaise a été indexée sur le dollar à la hauteur de 1 dollar pour 1500 livres libanaises, à partir du milieu des années 90 ou 97, sauf erreur. Et c'est à ce moment-là que, bon, on a pu commencer à croire à une sorte de miracle libanais, mais en réalité, la dette se creusait. Hein. Et c'est dans le fond cette connexion entre les acteurs politiques issus de la guerre civile, les acteurs économiques qui sont souvent affiliés, apparentés, ou des proches, qui va créer je dirais les conditions de possibilité de la croissance de cette dette, et je dirais de cette dynamique quelque peu anthropique dans laquelle le Liban entre à partir des années, dès la fin de la guerre civile, d'une certaine façon, et puis surtout avec la crise syrienne, où finalement les investissements au Liban deviennent bien moins élevés, et donc tout d'un coup le déséquilibre de la balance commerciale apparaît très fortement, et puis où finalement l'indexation de la livre libanaise sur le dollar coûte de plus en plus cher. Et c'est quelque chose qui dévisse en 2019, et un certain nombre de personnes ont été avisées juste avant qu'il y ait un sérieux coup de manette, et puis que les banques commencent elles-mêmes aussi à fermer leurs portes puisqu'ils n'avaient plus de cash flow. Alors, le mouvement social, il s'est effectivement trouvé confronté à un système de pouvoir qui lie les acteurs communautaires entre eux, d'une part, donc c'est-à-dire qu'il y a une espèce de connivence des élites communautaires, donc derrière le jeu de on se déteste et on est rivaux, finalement il y a, face à la vague montante de la mobilisation du 17 octobre, il y a évidemment une union sacrée. Tous les acteurs communautaires, à commencer par le Hezbollah, sont solidaires en quelque sorte, et ont montré lors des élections législatives 2022 effectivement leur intérêt
à cette solidarité, y compris dans les rapports agonistiques. Si on pense, par exemple, aux forces libanaises versus au mouvement du 8 mars, Hamas, Hezbollah, CPL, bon, c'est tout à fait clair qu'ils ont une espèce d'intérêt commun à exister ensemble. C'est-à-dire que les uns ont besoin des autres pour exister. Hein, le discours des forces libanaises n'aurait pas beaucoup de sens s'il n'y avait plus de Hezbollah. Et c'est tout à fait important parce que ça veut dire qu'à un moment donné, cette logique civile en contrepoint se trouve face à un ensemble tout à fait, je dirais, cohérent de déploiement idéologique dans différentes sphères confessionnelles qui sont, quand je dis sphères confessionnelles, c'est aussi des sphères géographiques. C'est ça qui est un petit peu inquiétant et ennuyeux, c'est que et c'est aussi des sphères de solidarité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est difficile de vraiment dépasser cela, de se déconnecter en quelque sorte de cette appartenance qui, dans un contexte délétère d'effondrement économique, est aussi une ressource, hein, comme on le sait, puisqu'évidemment, ces groupes confessionnels sont des providers, des patrons qui ont donc des clients. Donc, c'est-à-dire les citoyens. C'est les citoyens, évidemment, de leur base confessionnelle. Et donc, on le voit, c'est une fragmentation sociétale extrêmement problématique et très bien articulée, et depuis longtemps, autour de ces appartenances infranationales, avec des logiques, je dirais, profondes, clientélistes, qui n'incitent pas tellement, comme on l'a entendu de la bouche d'un certain nombre de votants, à aller voter pour des inconnus, hein, des inconnus de la société civile. Au nom de quoi? Qu'est-ce qu'on peut espérer de ces gens? Et finalement, c'est un peu dramatiquement ce discours de qu'est-ce qu'ils vont nous donner, hein, qui a aussi fait son chemin, qui a continué à faire son chemin et qui bon, a été au-delà de, je dirais, de la vague et du haut de la vague de la mobilisation du 17 octobre, enfin du mouvement du 17 octobre, dans les premiers mois, au-delà de ce moment-là, a été vraiment un problème et un défi, dans le fond, pour le mouvement social. Et ces différentes composantes qui ont prêté le flanc à la critique. Hein, puisqu'évidemment, comment aurait-il pu en être autrement? Dans le fond, la pluralité était plutôt une garantie, je dirais, démocratique. Mais voilà, aux yeux évidemment d'un certain nombre de sceptiques, cette pluralité, c'est précisément la désorganisation, c'est précisément la faiblesse, etc. Et, et du reste, c'est je dirais un pattern qui se répète un petit peu avec maintenant les 13 députés qui sont au Parlement, qui sont issus de la société civile. Vont-ils faire bloc, hein, ou pas? Voilà, quel poids peuvent-ils avoir? Donc, un certain nombre de questions qui finalement continuent à mettre en avant certaines divergences qu'ils ont entre eux, qui sont bien normales d'une certaine façon, mais qui montrent aussi que pénétrer ce champ politique libanais et le transformer, c'est encore deux choses différentes. Hein. Et pouvoir le transformer, c'est vraiment réussir à agir bon, collectivement dans une vision qui reste, à mon avis, encore relativement nébuleuse de la part des différents acteurs de la société civile, en tout cas ceux qui sont au Parlement, et qui n'ont pas vraiment réussi à se mettre d'accord sur un certain nombre de points en commun. En tout cas, là, on ne l'a pas encore vu. On peut espérer que ça vienne, parce que sinon, c'est un discours qui va perdurer, celui de dire ben, finalement, leur faiblesse, c'est qu'ils sont désorganisés. Et ça serait bien dommage d'en rester là, parce qu'en réalité, ce qu'ils ont montré et la réussite historique qu'a constitué cette pénétration suite aux élections législatives de 2022, c'est vraiment c'est un tournant dans l'histoire politique libanaise qui peut-être possiblement amorce un progressif changement. Voilà. Alors évidemment, sur du long terme, hein, donc il ne faut pas être pressé, hein, mais
En plus, ils ont de la peine à mourir, comme dirait l'autre, les vieux crocodiles. Donc, on n'y est pas encore, mais il se passe quelque chose. Et ça, c'est extrêmement important, je pense, aujourd'hui, et ça nous donne quand même un peu d'espoir. Le rôle de la France, c'est un peu le rôle du maître d'école. Hein. À un moment donné, le maître d'école arrive dans une école où finalement il y a eu beaucoup de désordre. Donc ça a donné une espèce d'impression assez terrible, hein, enfin vu de l'extérieur et puis vu de l'intérieur aussi, je crois, d'une réaction néocoloniale. Hein, voilà. Donc il y a eu un ton également professoral comme ça, oui messieurs, voilà, et avec convocation de l'ensemble de la classe politique à la résidence des Pins, enfin invraisemblable, enfin une histoire quand on la raconte dans un autre pays. On a l'impression que c'est une histoire du 19e siècle, quoi. Et donc, c'est quelque chose qui est quand même caricatural par certains aspects, je trouve, qui procède probablement d'une bonne volonté. Je ne discute pas. Il y a effectivement l'idée d'apporter une aide dans un moment d'une très grande difficulté. Mais dans le fond, je me suis toujours demandé si cette entreprise française n'avait pas fini par sauver la face aux acteurs politiques. Parce qu'à un moment donné, il n'y avait personne qui venait dire quoi que ce soit aux civils qui étaient au milieu des décombres à Gémaïsé ou ailleurs, dans les quartiers les plus touchés. Et c'était quelque chose de scandaleux, mais c'était quelque chose de révélateur, ce vide. Et finalement, il a rempli ce vide, le président Macron. Il a rempli ce vide, et c'est ce qui a fait dire à un certain nombre de commentateurs qu'il y avait une réaction assez opportuniste là derrière, qui l'inscrivait, le réinscrivait ou réinscrivait la France comme acteur clé dans, je dirais, le devenir politique libanais. C'était évidemment méjuger de la capacité d'immobilisme des acteurs confessionnels qui peuvent se payer le luxe de ne rien faire pendant des mois et de ne pas bouger et de ne même pas être vus, de ne même pas rien dire en quelque sorte. Donc ils jouent le mort. Hein. Donc ils font des belles promesses, mais après ils jouent le mort. Et c'était donc peut-être un geste un peu maladroit, à plusieurs niveaux, mais aussi stratégiquement pas très adroit parce que finalement, essayer de forcer la main de ces acteurs dans une posture comme celle adoptée par le président français n'a pas vraiment produit d'autres effets que quelques discours qui ont raillé ce ton, hein, donc à commencer par le Hezbollah, qui avait absolument 100% raison de souligner qu'il y a vraiment un ton presque inacceptable. Enfin, et puis, de l'autre côté, ceux qui ont tenu un discours appelant littéralement à ce que la France reprenne un mandat sur le Liban. Donc, quelque chose qui révélait un malaise profond à l'égard de ses propres élites. Voilà, et une espèce de voilà. Et la France, là, elle doit vraiment s'effacer pour que les acteurs de la société civile puissent monter. Or, finalement, la France n'a pas fait ça. Elle n'a pas soutenu les acteurs de la société civile comme elle aurait dû. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'elle n'a pas fait, qu'elle aurait dû faire. Il fallait là booster un certain nombre de personnes. Il fallait peut-être non pas essayer de dresser les acteurs confessionnels, mais peut-être de guider les acteurs émergents de la société civile dans une stratégie. Je dis ça comme ça, j'en sais rien si c'est la bonne solution, mais en tout cas, c'était, à mon sens, probablement moins pire que ce qui s'est produit, puisque ce qui s'est produit a confiné à dire quoi? Ben, finalement, à ce que rien ne change, puisque une fois qu'il y a eu un nouveau gouvernement, après l'explosion, eh bien, voilà, après, on a attendu. Déjà, il a fallu un temps considérable pour que les choses se mettent en place. Et puis, les délais, le fameux 1er septembre, date clé évidemment de l'an du 100e anniversaire, hein, qui était vraiment, finalement, ça ressemblait à une espèce de flop, quoi. Et
en dernière analyse, il apparaît que le bilan est assez mitigé, hein. Enfin, je veux dire, en tout cas, je peine à croire que la France ait vraiment réussi quelque chose de considérable. Alors, évidemment, il y a toute une diplomatie de back-office qui s'est mise en place aussi. Je ne dis pas qu'elle est sans résultat, mais en tout état de cause, vu qu'il a fallu quand même 13 mois pour former le gouvernement Mikati, on ne peut pas vraiment dire que la France ait réussi à avoir un poids significatif dans le changement politique au Liban.